Bonjour et rebonjour à vous. Normalement vous êtes censé venir de la vidéo que je vous encourageais à consulter, qui consistait à vous présenter un PowerPoint qui vous permettait de contextualiser un petit peu mieux la problématique de la cancérologie, de la pratique de l'activité physique dans ce cadre-là, et des effets qu'on l'on pouvait en retirer comme bénéfiques. Et puis un petit peu un point sur notre organisation, notre association et les interactions qu'on peut avoir aussi avec le réseau et ce sur quoi nous voulons vraiment travailler. Fais suite à aussi ce que je vous expliquais, comme quoi j'allais vous présenter le cheminement que va utiliser les personnes pour pouvoir répondre aux questionnaires. Ce sont donc des questionnaires online, donc le cheminement sur Internet leur permettant d'y répondre. Et puis ça vous permettra aussi de prendre connaissance du contenu de ces questionnaires, que ce soit pour les soignants ou pour les patients, afin de beaucoup mieux appréhender ce sur quoi ils vont devoir répondre, et puis peut-être de lever des interrogations et d'accompagner les personnes si certaines sont réfractaires ou un petit peu avec quelques petits soucis en termes de compatibilité avec les supports numériques. Donc je vais vous présenter ça. Donc on va tout simplement aller sur un accès Internet, donc un navigateur, une page, vérification d'avoir accès à Internet pour la personne, qu'elle le fasse sur le site ou depuis chez elle. On tape l'adresse www.sportetcancer.com. Ça nous amène directement sur le site internet de la Fédération Sport et Cancer Camille. Alors, pour l'instant, il n'est pas mis à jour avec les liens de l'enquête qui sera effectif le 1er juin, donc c'est-à-dire lundi. Et puis pour compléter un peu l'information, il est en pleine réactualisation, en pleine refonte, et il sera de nouveau des plus opérationnels et des plus pertinents à compter de la rentrée prochaine, donc de la saison suivante, 2015-2016, donc à compter de septembre. Je vous présente quand même ce à quoi cela va ressembler quand les personnes se connecteront à partir du 1er juin. Nous retrouverons un élément en mouvement, c'est-à-dire la date du déroulé de cette enquête, un bandeau qui fait le lien vers les formulaires, que l'on soit patient ou soignant, qui ramènera sur la page d'accueil principale avec des encarts qui sont les mêmes que ceux que l'on retrouve dans les supports de communication, c'est-à-dire les flyers que je vous ai présentés tout à l'heure. En cliquant sur l'un ou l'autre de ces encarts, donc selon dans quel cas nous sommes, ça amènera directement sur les liens de l'enquête. Alors, d'un côté, vous aurez un accès, on va dire, un peu plus habillé sur l'enquête patient et l'enquête soignant. Alors déjà, vous remarquez la différence, c'est-à-dire en termes de message d'introduction et de contenu, pour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comprendre un petit peu les objectifs, ce que l'on attendait de cette enquête. Évidemment, c'est beaucoup plus exhaustif pour les soignants que pour les patients, afin non plus de ne pas être trop rébarbatif dès le début, sachant qu'il y a quand même beaucoup plus de questions à poser pour le patient que pour le soignant. Voilà, donc ça reprend un peu les éléments que j'ai pu vous présenter tout à l'heure et vous expliquer. On est allé plus loin avec les soignants. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Vous pourrez bien sûr mettre le sur pause à tout moment pour pouvoir justement prendre le temps de consulter les contenus que je ne vais pas réexpliquer ou relire à voix haute pour ne pas vous finir par être un petit peu pénible. Et on va attaquer directement avec celui des soignants. Donc simplement pour vous informer, vous voyez, ce sont des formulaires Drive qui sont utilisés donc par Google, où on retrouve des éléments que nous pouvons nous modifier, dont on a accès, que vous devez peut-être déjà connaître. Donc ce sont des supports assez simples, mais qui sont quand même très pratiques après en termes de traitement de l'information. Donc on va retrouver des éléments assez simples, mais qui sont quand même nécessaires en termes de traitement statistique, c'est-à-dire le sexe de la personne, sa profession. Donc on va retrouver les professions médicales principales que l'on a
Dans le cadre de l'oncologie, de l'hémato, on a les professions plus spécifiques comme les radiothérapeutes et les chirurgiens. On peut dire qu'il y a les métiers captants, non captants, c'est-à-dire ceux qui vont suivre au long cours le patient sur son parcours de soins, et ceux qui vont être amenés à le rencontrer à différentes étapes, sous différents jalons. Le lieu d'exercice. Par la suite, la taille de l'unité urbaine, bah, c'est-à-dire voilà, savoir la taille de l'agglomération et du secteur dans lequel exerce la personne. Ça, c'est pour faire aussi les recoupements avec le nombre de répondants que l'on aura. Le code postal du lieu d'exercice, donc même si le questionnaire est anonyme, le code postal va servir à une cartographie plus fine bah, des éléments recueillis. Donc il y aura des recoupements à faire vis-à-vis bah, des deux parties, c'est-à-dire des soignants comme des patients. Et justement, ça va nous aider grandement à pouvoir délimiter les zones prioritaires qui devront nécessiter d'amélioration ou des secteurs au contraire qui jouissent d'une bonne, très bonne couverture de l'activité physique avec des personnes très investies et sur lesquelles bah, elles auront pour valeur d'exemple et donc on pourra s'appuyer sur leur expérience. Donc savoir s'il existe un programme dans l'établissement, ça c'est un des premiers principes très importants déjà, parce que vu le nombre d'établissements recensés, il va être bon de savoir lesquels bénéficient déjà d'un soin de support plus plus, on pourrait dire, parce que comme je vous rappelle, l'activité physique a été considérée en 2011 par la Haute Autorité de Santé comme un complément thérapeutique non médicamenteux, et donc c'est quand même c'est beaucoup plus qu'un simple soin de support, même si tous les soins sont nécessaires, et il est très important que la personne puisse bénéficier très largement de soins qui lui sont nécessaires. Donc la place de voilà, donc il y a tout un pan sur la place de l'activité physique et sportive dans la pathologie cancéreuse, c'est-à-dire en termes de prévention, à quoi va s'attacher le praticien, c'est-à-dire quels sont ses degrés de priorité, est-ce qu'il est réceptif aux messages qui sont véhiculés sur les bénéfices de l'activité physique, et est-ce qu'il la conseille, et est-ce qu'il suit les recommandations, c'est-à-dire est-ce qu'on lui donne la possibilité ou est-ce qu'il en a l'accès, le temps, la possibilité de donc d'effectuer une veille concernant bah, toutes les évolutions et tout ce qu'on va retrouver dans la littérature scientifique sur l'activité physique, dans le cadre de la prise en charge de la pathologie cancéreuse. Alors, ici, on s'intéresse à savoir est-ce qu'il en parle avec son patient et la manière dont il en parle et à qui il le fait, avec qui il le fait. Est-ce qu'il a des priorités par rapport à la typologie, peut-être, on va dire entre guillemets, de patient qu'il peut avoir en face de lui? Ça, c'est une question qui concerne tous les bénéfices attendus de l'activité physique, c'est-à-dire, voilà, en termes de complément, est-ce qu'il a des, est-ce qu'il est bien au fait des bénéfices potentiels que peut avoir l'activité physique? Il y a une partie qui concerne bah, le tabac et le fait que les patients puissent fumer ou non pendant leur traitement et savoir s'ils ont du mal ou pas à arrêter. Voilà, c'est un pan sur lequel il faut impérativement s'attacher aujourd'hui parce que ça fait partie des grands plans. Donc lors du dernier plan cancer, ça fait partie, c'est un axe prioritaire, notamment un axe prioritaire pour les agences régionales de santé. Et à savoir que le tabac est particulièrement délétère dans le cadre des traitements. Il vient en estomper l'effet pour certains, et l'activité physique peut être un très bon complément au sevrage tabagique, notamment pour lutter contre les effets que va engendrer donc ce sevrage. Bah, si vous voulez pouvoir parler peut-être de l'activité physique aux patients, c'est peut-être intéressant déjà de pratiquer soi-même, donc de ressentir sur soi ce que cela peut produire quand on est entre guillemets bien portant. Donc il nous est crucial de savoir aussi si c'est un professionnel qui est investi, est-ce que c'est quelqu'un qui déjà pratique ou pas. Donc voilà, simple question sur les modalités dans lesquelles il le fait. Durant le parcours de soins, quels sont les critères principaux sur lesquels il va s'appuyer pour
dire qu'il y a une véritable efficacité dans un accompagnement par l'activité physique, dans le parcours de soins. Est-ce qu'il connaît les professionnels qui vraiment vont travailler sur cette spécificité-là? Donc les encadrants, qui sont donc ceux issus qui exercent l'activité physique adaptée. Est-ce qu'il préférera une prise en charge individuelle ou collective? Et pourquoi l'activité physique ne serait pas une priorité? Voilà, donc quelles sont les contraintes et puis surtout voilà, quelles sont les problématiques auxquelles doivent faire face les praticiens en priorité. Si le patient exerce une activité physique et il l'a orienté dessus, est-ce qu'il exerce un suivi? Est-ce qu'il peut faire un accompagnement lui aussi? Est-ce qu'il peut voir où en est la personne dans cette pratique? Là, nous rentrons sur un pan un peu plus, on va dire, économique, politique, mais bon, à savoir quand même si ce professionnel serait enclin à voir l'activité physique arriver au même plan que bah, d'autres actes qui sont faits au sein de la structure hospitalière. Donc maintenant, on parle de la tarification à l'acte, donc ce qu'on appelle l'acte T2A. Avant, c'était des forfaits, maintenant, tout est codifié en termes de pratique. Donc ça pourrait peut-être être le cas pour l'activité physique au sein de la structure. Sur quelle durée, par quels moyens, s'il y est opposé, pour quelles raisons, et quelle est la personne qui est la plus aguerrie pour pouvoir en parler auprès du patient. Voilà. Est-ce que s'il ne se sent pas capable ou qu'il estime que ce n'est pas son rôle, il faudra savoir pourquoi et donc peut-être effectuer des compléments d'information vis-à-vis de ces professionnels ou avoir des personnes en relais pour ça. À la suite de quoi, il n'aura plus qu'à envoyer son questionnaire. Nous allons passer maintenant côté patient. Alors côté patient, c'est un peu plus long. Donc on va passer directement, maintenant que vous avez vu un petit peu le modèle à quoi ça ressemblait, c'est similaire à celui des soignants. On va passer sur la version, donc on pourrait dire modifiable, pour que ça aille beaucoup plus vite en termes de lecture et de traitement. Donc on retrouve les questions basiques et récurrentes de tout questionnaire. Le type de lieu de vie où va avoir enfin, le lieu de résidence du patient. Parce qu'entre une ville et une zone rurale en campagne, bah, on va peut-être pas avoir la même approche ni la même façon de rendre accessible l'activité physique. Alors on va recouper avec des informations sur le niveau de scolarité, la catégorie socio-professionnelle, son statut marital, ainsi que le fait d'avoir un conjoint, un proche, des enfants. Ça peut être vécu comme, enfin, ça sera un positionnement par rapport à l'activité physique qui pourrait être à la fois un avantage, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse vous véhiculer, comme peut-être, je dirais pas un inconvénient ou une contrainte pour parler des enfants évidemment, mais disons que être à charge de son enfant parce qu'on a malheureusement déjà, on est en plein parcours et que bah, on a peut-être une baisse de salaire due au fait qu'on n'exerce plus son activité physique, son activité professionnelle comme avant, ça va avoir des conséquences en termes de garde d'enfants. Vous avez peut-être plus les mêmes latitudes pour le faire, ou alors vous êtes obligé de le faire si vous voulez pratiquer une activité physique. Ça va avoir vraiment des contraintes qu'il faut réussir à prendre en compte, et si on veut avoir une approche la plus globale, c'est un vrai problème qu'il faut savoir appréhender nous aussi de notre côté. Alors la prise de tabac, bah, c'est la même chose que pour les soignants, hein. Maintenant c'est côté patient, c'est de savoir si la personne fume, depuis quand, à hauteur de combien, est-ce qu'elle continue, voilà. Parce que si jamais nous avons un fort taux de personnes qui sont consommateurs et qui n'arrêtent pas ou qui n'arrivent pas, ça sera peut-être pertinent de l'intégrer dans notre accompagnement. Alors évidemment, le cœur du problème, hein, c'est-à-dire le type de cancer que la personne peut avoir. Donc il y a un bandeau déroulant qui permet justement d'être le plus exhaustif possible pour pouvoir récupérer cette information et puis que ça soit plus facile à traiter. Le stade de la maladie, donc comme je vous l'ai indiqué,
je pense qu'il est intéressant que vous sachiez que différencier un cancer localisé métastatique de la rémission et de la rechute, hein. C'est-à-dire, par exemple, une tumeur qui est localisée sur un organe, à partir du moment où il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place, que des cellules cancéreuses puissent se retrouver dans le système sanguin ou lymphatique pour aller se mettre dans d'autres organes, à ce moment-là, on parle d'un cancer qui migre et qui devient donc métastatique. Et ça, je vous en ai parlé un peu plus dans la vidéo de présentation avec les différents slides. La rémission, c'est une période longue qui suit la phase aiguë des traitements et auquel évidemment on pourra revenir dessus plus longuement plus tard par le biais d'autres formations et d'autres sensibilisations, mais qui est quelque chose qu'il faut bien réussir à différencier de la guérison, notamment à travers le discours. Il n'y a plus de présence de cellules, de marqueurs de cellules tumorales dans le système sanguin, par exemple, où ça n'apparaît plus aux examens de routine. À partir de ce moment-là, passé un certain nombre d'années, on parle donc de rémission. Et la rechute, malheureusement, c'est peut-être c'est le cancer qui revient. Donc là, c'est une autre problématique, mais la personne repart dans la boucle. Alors, les traitements anticancéreux actuels, c'est ce sur quoi elle est en train avec lequel elle est suivie au moment même où elle remplit le questionnaire. Donc, on va retrouver les trois principaux traitements, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. L'hormonothérapie est un traitement qu'on va retrouver généralement en aval des précédents. À titre d'exemple, il faut savoir que 80% des cancers du sein sont hormonodépendants. Et de fait, il y a un traitement hormonal qui est suivi au long cours pour les femmes qui en sont atteintes, et avec des effets secondaires qui vont être variables selon l'âge de la personne. Si c'est une personne qui est ménopausée ou pas, si c'est une personne qui a déjà eu des enfants, etc., etc. Voilà, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Les traitements anticancéreux antérieurs, peut-être qu'elle a d'abord effectué elle a déjà peut-être subi une chirurgie, cette personne, et puis maintenant, en ce moment, elle est en chimiothérapie, en radiothérapie. Peut-être que lors d'un premier cancer, elle avait eu des traitements qu'elle n'a plus aujourd'hui, qui sont différents. Donc voilà, il est intéressant de savoir et important de le connaître. Alors une échelle qui code de 1 à 9, où on vient mesurer, entre guillemets, voir le niveau avec lequel la personne peut potentiellement souffrir d'effets secondaires dus ou au cancer ou à ses traitements. Donc côté de 1 à 9, 1 étant le plus faible, 9 le plus intense. On a réduit à faible, modéré et intense de manière à être beaucoup plus tranché et que ce soit beaucoup plus significatif pour nous en termes de résultats. Limiter un peu toutes les nuances que l'on pourrait retrouver dans des réponses voilà, avec intermédiaires. Donc on va retrouver ici une liste qui se veut la plus complète, même si ça reste encore... il peut y en avoir encore d'autres des effets, il en existe une quantité très importante, des effets précoces comme des effets retard, des effets qui partent rapidement, comme d'autres qui peuvent rester pendant une dizaine d'années, voire plus. Donc voilà. Donc dans la pratique de la personne, est-ce qu'on lui a conseillé une pratique sur l'activité physique et sportive? Qui lui aurait conseillé? Donc parmi les praticiens qu'elle serait amenée à rencontrer durant son parcours? Quel type d'activité? Qui d'autre pourrait lui avoir conseillé? Donc au-delà des praticiens, il peut y avoir des proches ou d'autres personnes. Est-ce qu'elle a connaissance, elle aussi, cette personne, du réseau qui puisse exister à proximité de chez elle, de la structure hospitalière sur lequel elle pourrait bénéficier d'encadrement d'activités physiques spécifiques par des professionnels dédiés à ça? Est-ce que cette personne a cherché l'information? Par quels moyens elle aurait eu de l'information? Est-ce qu'elle a pu être informée des bénéfices de l'activité physique? D'après vous, parmi les propositions suivantes, effectivement, c'est la même chose que pour le professionnel de santé, c'est-à-dire quels sont les effets potentiels que peut produire l'activité physique face au cancer et à les effets secondaires de ses traitements principaux. Quelles sont les attentes spécifiques d'une activité physique et sportive? Donc là, ça peut être soit corrélé aux connaissances antérieures de la personne sur les bénéfices,
mais ça peut très bien n'avoir rien à voir et qu'elle soit dans des attentes qui dépassent même ce que peut vraiment produire et amener l'activité physique, donc c'est qui vont un peu trop loin, sur lequel un professionnel doit pouvoir être capable d'être présent et de temporiser certaines idées. Alors ça, c'est la place que peut avoir l'activité physique en termes d'encadrement. Sur quels aspects il faudrait qu'elle puisse répondre de manière spécifique, sur quels critères. Est-ce que le médecin lui en a parlé? Est-ce que le médecin l'a prescrit? Est-ce que le médecin a exposé les bénéfices? Quels en étaient les arguments? Depuis le début de la maladie, donc depuis qu'elle est rentrée dans le parcours de soins, est-ce que cette personne pratique une activité physique? Et dans quel cadre? Quelle discipline? Est-ce que c'est une pratique individuelle, collective? Qu'est-ce qui peut la faire adhérer? Où elle pratique? Avec quelle fréquence? Quelle durée? Le niveau? La sensibilisation sur la sécurité. Au fur et à mesure que cette personne pratique, bah, savoir quels sont les bénéfices qu'elle pense en avoir retirés, quel est son ressenti vis-à-vis d'elle. Si elle pratique au sein de l'établissement de santé où elle est suivie. Et la durée du programme. Ça, c'est sinon pourquoi elle ne pratique pas. Il peut y avoir des raisons multiples, qu'elles soient médicales ou personnelles, familiales, professionnelles, que là on va venir chercher à connaître avec un peu plus de détails. Si cette personne aimerait quand même pratiquer, qu'est-ce qui ferait qu'elle pratique? Qu'est-ce qui pourrait la conduire? Et tous ses antécédents sportifs. Donc là, on va reprendre à peu près les mêmes questions. C'était sur sa pratique avant. Les raisons pour lesquelles elle a pratiqué avant ne seront peut-être pas les mêmes pour lesquelles elle pratique maintenant, ni ce qu'elle en attendait, ni ce que ça lui procurait. Et peut-être qu'elle ne pratiquait pas, et auquel cas il faut savoir pourquoi. Même question que pour les soignants. Quelle est la personne la mieux placée pour conseiller de faire une activité physique et sportive? Est-ce que la réponse des soignants est corrélée avec celle des patients? Et est-ce que ça doit être partie intégrante et donc prise en charge par les organismes sociaux et dédiés à permettre d'éviter que ce soit un coût supplémentaire pour les personnes? Voilà. Donc nous avons fait le point complet sur les questionnaires. Donc vous avez la possibilité de vous attarder un petit peu plus longuement sur le contenu des questions en mettant bien sûr sur pause. Et dans l'éventualité où vous auriez des questions complémentaires, n'hésitez pas à solliciter, si vous en avez l'occasion de les rencontrer, les attachés scientifiques d'Amgen. Et puis je répondrai à toutes vos questions par le biais de la boîte mail enquête.sportetcancer@gmail.com. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne enquête, bon courage, prenez du plaisir parce que c'est vraiment très important, vous participez à quelque chose de grand. Donc merci encore pour tout et merci pour eux.